Je me livre. Je me livre. Je me livre. Je me livre, je me livre, je me livre. Bienvenue dans la saison 2 du podcast Je me livre. Un podcast où je rencontre des auteurs qui écrivent dans le Perche ou qui en parlent ou qui sont simplement de passage dans la région. Pour moi, une envie, une évidence, recevoir ces auteurs dans un endroit qui leur est dédié. Et c'est donc dans la librairie de Marie, un autre pays à Rémalard, que je recueille leurs confidences. Un podcast d'échange donc, où l'on parle de leurs inspirations, aspirations, de leurs mots, de leurs mots, bref, de tout ce qui les mène à l'écriture. À la fin de chaque épisode, Marie partagera avec nous son coup de cœur. Allez, tournons les pages ensemble de Je me livre, c'est parti. Vous allez entendre Entretien avec Rodolphe d'Anjou. Je me livre. Rodolphe d'Anjou, bonjour. Bonjour Jessica. Alors merci tout d'abord d'avoir accepté d'être ce second invité du podcast Je me livre. Merci de votre invitation. Et je vais enchaîner sur une question qui est très directe. C'est pour te lire entre les lignes, qui es-tu ? Je suis un jeune auteur, pas tout si jeune, parce que j'ai commis mon premier roman à l'aube de mes 50 ans. Et je suis natif du Perche, de Mortagne-au-Perche, région à laquelle je suis très attaché. Et après, comme on peut le lire dans la biographie qui fait 2 lignes, j'ai essayé de couper un peu ces racines, m'enfuir vers Paris, et je suis rapidement revenu en Normandie. Et aujourd'hui, j'habite toujours dans l'Orne. Comme c'est étonnant. Oui, c'est étrange, et étrange d'avoir voulu situer ce premier roman dans le Perche. Mais je pense que c'est pour ça qu'on est là et qu'on discute au podcast du Perche. Exactement. Donc ton premier roman se passe à Mortagne. Exactement. L'idée, c'était de situer le roman dans un lieu que je connais bien, que je maîtrise bien, et je voulais que le décor sonne juste, un peu comme dans un film. Je pense que si le décor fait un peu carton-pâte, on ne s'y retrouve pas, et je voulais vraiment que les choses soient authentiques, et que les gens puissent se promener avec moi, ressentir... avoir l'odeur du pavé un peu moisi quand on se promène ensemble et quand je les emmène à l'ombre des arbres ou le long de certaines rues. Alors ce roman, Rentrée littéraire 2023, Robert Laffont, c'est pas rien. Ouais. C'est vie d'où l'on vient. Ouais. Pour dire 2 mots de ça, de la rentrée littéraire, c'est une chance immense d'avoir été repéré puis retenu par un éditeur comme Robert Laffont. C'est aussi un sacré poids sur les épaules pour commencer, mais peut-être que moi j'avais besoin de ça. Je suis un garçon qui a besoin d'être un peu secoué, un peu poussé dans ses retranchements pour faire les choses à 200%. J'aime qu'elles soient faites à 200% parce que je suis assez exigeant, mais pour ça il faut que j'ai quelqu'un derrière qui me motive un petit peu. Et le gros avantage d'un éditeur comme Robert Laffont, c'est que j'avais une équipe autour de moi pour m'accompagner et vraiment me pousser dans mes retranchements. Et comment elle a débuté alors cette aventure ? L'aventure a débuté simplement par un goût d'écrire, mais je ne vais pas dire que j'ai toujours voulu écrire, parce que c'est pas vrai. Je me suis un peu réfugié dans des petits carnets, des choses qui ressemblaient plus à des journaux intimes en fait, jusqu'à rencontrer, parfois il faut faire confiance à la vie et aux rencontres, jusqu'à rencontrer quelqu'un qui m'a suggéré de lui faire lire ces petits carnets. Quelqu'un qui est lui-même auteur et qui m'a suggéré de sortir de ces carnets et de ces petites histoires qui n'avaient ni queue ni tête, mais qui avaient sans doute un style ou quelque chose qui méritait d'être lu, et de raconter une vraie histoire avec des personnages et de travailler des personnages. Et voilà, je disais tout à l'heure, me pousser dans les retranchements, c'est sa façon à lui de peut-être avoir testé ma capacité à mettre en place une histoire et puis un chemin narratif. Et voilà, après ce gros travail-là, qui a presque duré 1 an, j'ai refait lire. Et puis à un moment, on a un manuscrit et on colle des timbres, on envoie chez les éditeurs et on attend. Et un éditeur répond. Un bel éditeur. Et voilà, exactement. Je
Je me livre. Alors, cette histoire, parle-nous un peu de l'histoire de Séville d'où l'on vient, Ouais. qui a déjà dans son titre un petit indice. C'est ça. L'idée, c'était de commencer à à accrocher le lecteur avec le titre. C'est assez drôle parce que au fil des quelques salons et des rencontres que je commence à accumuler maintenant depuis le mois de janvier, il y a quand même beaucoup de gens qui accrochent sur le titre. Alors, le premier réflexe, évidemment, c'est de regarder la couverture. Mais là, sur la rentrée littéraire, la couverture est blanche, donc il y a juste un bandeau. Et après, les gens retournent et lisent la 4e de couve. Mais là, le titre était important parce qu'il dit un petit peu, il donne une couleur au roman, je crois. Et après, il s'agit pas tant de regarder dans le rétroviseur, ce qui est un peu mon défaut aussi. Il s'agit aussi de faire un roman qui parle d'avenir, de rencontres et du foisonnement incroyable dont peut surgir, tout ce que la vie peut donner après des rencontres. Et donc, à la fois en termes d'amitié, de sentiments un peu ambigus. Est-ce qu'on tombe en amitié? Est-ce qu'on tombe en amour? Et puis son lot de déception et de bonheur. Alors, et tout ça dans un retour aux sources. Tout ça dans un retour aux sources, exactement, parce qu'avant de rendre les choses belles, j'ai voulu que ce personnage, donc que cet Adrien, et je me suis glissé dans sa peau, puisque il est narrateur principal, j'ai voulu que cet Adrien connaisse un peu les banalités du quadra, très basique. Donc sur un coup de tête, il va faire un petit peu n'importe quoi, fiche en l'air sa vie de couple, fiche en l'air sa vie professionnelle, et essayer de rebondir. Alors, comme c'est pas un personnage parfait, et même si on est dans la littérature et dans la fiction, il s'agit que les choses soient un peu réalistes quand même, et ça va pas se produire comme dans un rêve. Il va falloir se casser encore un peu plus la figure et tenter encore un peu plus les choses pour que la vie lui offre de quoi rebondir et lui offre les rencontres que j'évoquais tout à l'heure. Le Perche est important pour toi? C'était important que ça se passe En fait, pour vous faire une confidence, au début, l'histoire et le roman ne se passaient pas dans le Perche. Ça se passait en Charente-Maritime, et dans une ville que j'aime vraiment beaucoup, La Rochelle. Et après une seule discussion avec mon éditeur, une des premières fois où on a discuté vraiment sérieusement, il m'a dit non, il faut que je pense que tu as besoin d'une écriture plus authentique que ça, et je pense que tu as besoin, toi aussi, de retourner à tes racines. Donc, j'étais pas très très loin de ma ville de Mortagne-au-Perche, dont je suis natif. Et il m'a proposé de faire de Mortagne le décor principal du roman. Et je dois dire que ça a été un grand service qu'il m'a rendu, parce que c'était plus facile d'aller plus en profondeur et de donner de l'épaisseur au personnage sans s'épuiser aussi à donner de l'épaisseur et de la véracité au décor. Donc le décor, je l'avais, je savais de quoi je parlais, et je crois que je parle de ce Perche avec le cœur. Tu le ressentais? Je le ressentais vraiment, et je suis content parce que les retours que j'ai aujourd'hui me confirment ça, me confirment qu'on a plaisir à se promener dans cette belle région. Je me livre. Je me livre. Donc, auteur et assureur, il me semble. Oui, c'est ça, il faut bien manger. Donc, avant d'être auteur, il y a la vraie vie qui est là. Alors, si la question, c'est de savoir comment est-ce qu'il est possible de s'organiser pour faire les deux, c'est ça ? C'est ça. Il faut moins dormir. Il faut se coucher plus tard, donc continuer à se lever aussitôt. Et blague à part, il faut retrancher un certain nombre de choses. Ça, c'est vraiment... Comme j'avais dit à personne que j'écrivais ce livre, les gens l'ont su quelques semaines à peine avant la sortie. Et beaucoup d'amis m'ont dit « On n'arrive déjà pas à te mettre la main dessus, comment est-ce que tu as fait pour écrire ce truc ?»
Et ben c'est justement malheureusement pour ça que vous m'avez pas beaucoup vu, parce que j'ai retranché certains dîners, j'ai retranché certains apéros, et quand il fait beau et qu'on entend les bouchons sauter, c'est parfois difficile. Mais j'ai aussi retranché peut-être une ou deux séries de ces fameuses plateformes de streaming qui deviennent terriblement envahissantes. Et j'ai un peu mis en mode avion un peu plus tôt que tout le monde mon téléphone portable, je pense. C'est une vraie violence à se faire, mais c'est un tel bonheur de compenser par autre chose que ça en vaut la peine. Et j'essaye de militer dans ce sens-là, en tout cas sur cette histoire du temps qui semble échapper à tout le monde et après lequel tout le monde court. J'essaye de tenir un discours qui est certes un peu banal, parce que les recettes sont faciles, mais de dire aux gens c'est pas si compliqué de retrancher des choses futiles pour faire des choses un peu plus utiles. Et est-ce que le confinement a été aussi peut-être un déclencheur dans cette gestion du temps, ou est-ce que pour toi ça n'avait rien changé ? Alors, pour revenir sur cet épisode, non, le confinement a été en termes de création catastrophique. D'accord. Inexplicable. J'ai discuté avec plein d'auteurs. Et en fait, on est soit dans une catégorie, soit dans une autre. Des gens qui ont écrit un roman en 6 mois et d'autres qui ont vu cette période comme un trou noir. Et moi, c'est mon cas. Alors j'ai lu, j'ai pas réussi à rattraper ma pile de lecture, comme on dit, mais j'ai lu énormément et je suis très content d'avoir rattrapé ce retard. Je pense que ça m'a peut-être permis de me gorger d'un certain nombre de choses, mais impossible de créer dans cette période. Je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à l'expliquer. J'ai tenté presque tous les jours de me remettre soit devant une feuille, soit devant mon ordinateur, mais impossible d'être créatif. Il te fallait combiner les deux, c'est-à-dire avoir un métier où tu pouvais aller à fond et écrire en même temps. Je crois que j'ai besoin de cette petite difficulté, d'une petite dimension d'urgence, parce qu'à un moment, même s'il n'y a rien qui presse, on prend le temps. J'ai la chance d'avoir un éditeur qui m'a dit « Prends ton temps, on prend le temps et ça sortira quand ça sortira, on verra, on calera les choses ». Mais moi, si je suis pas un petit peu dans l'urgence, je me mets pas ce fameux coup de pied aux fesses que j'évoquais tout à l'heure. Donc oui, j'aime bien conjuguer mes deux vies. Et aujourd'hui, avec ton statut donc d'écrivain qui vient de sortir son premier livre, est-ce que tu envisages déjà d'autres projets ou au contraire tu attends un peu là de profiter de la sortie de ton livre ? Alors, quand ça sort, on est obligé de profiter un petit peu, parce que la sortie soit retentissante ou plus confidentielle, il y a quand même un certain nombre de choses à faire, un petit peu de promotion, il y a forcément des interviews qui se calent et des choses dont je n'avais pas l'habitude qui surviennent et que je suis obligé d'ajouter encore à ce fameux agenda. Donc on profite un petit peu, je pense que j'ai laissé l'écriture de côté quelques semaines, et puis non, je m'y remets, et en fait, on prend encore plus goût à ça. Donc on se dit, je l'ai vécu une fois, je suis encore en train de le vivre, il faut que ça se produise une deuxième fois, et j'ai la chance d'avoir donc un éditeur qui m'encourage à écrire un autre livre. Donc je suis déjà en train de travailler à d'autres projets. Et puis j'ai aussi d'autres projets, parce qu'on fait des rencontres, on rencontre des journalistes, d'autres écrivains, et on se rend compte qu'il y a peut-être encore d'autres choses à faire qui me permettent d'écrire, soit une petite chronique, soit un petit article. Je m'essaie en ce moment à faire des petites chroniques, des petites capsules de 30 secondes sur Instagram. Voilà, je le fais plus pour m'amuser et pour essayer de découvrir plein d'univers. Et surtout pour m'endormir le soir tard en n'ayant aucun regret. Mais c'est parfait tout ça. J'essaie, oui, j'essaie. Et puis j'essaie de faire en sorte que tout ça soit surtout joyeux. Je parlais de contraintes tout à l'heure, c'était peut-être pas très très drôle à entendre, mais on peut faire des choses en se mettant un petit peu la pression, mais en gardant la bonne humeur et en prenant plaisir à les faire. Et bon, c'est une vraie chance. Je me livre. Je me livre. Tes aspirations littéraires, en fait, quelles seraient-elles à l'heure d'aujourd'hui ?
Mes aspirations ou inspirations? Les deux. Non, je pense qu'il faut... évidemment, quand vous écrivez, vous fantasmez la sortie. Quand c'est sorti, vous fantasmez une forme de succès. Même si on se dit, essaie de rester un peu humble, garde les pieds sur terre. On imagine toujours les choses. Donc mon aspiration, c'est de pouvoir continuer à écrire ce que je souhaite écrire, même si on discute toujours des directions à donner, de points d'intérêt ou de points forts à mettre dans le livre suivant. Aujourd'hui, ce qui m'angoisse, c'est plus de me dire est-ce que je disposerai d'assez de temps pour faire tout ce que j'ai de temps de vie, pour faire tout ce que j'ai envie de faire, écrire tout ce que j'ai envie d'écrire, parce que j'ai quand même quelques projets d'histoire dans la tête et tout ça se bouscule. Surtout qu'on me laisse cette fantastique liberté d'écrire et que ça puisse continuer. C'est ça l'aspiration majeure. En termes d'inspiration, ça c'est une question trop difficile et comme on n'a pas la journée, je vais faire des banalités, mais j'ai appris... Je jouais beaucoup l'éponge déjà, avant d'écrire. C'est-à-dire je m'inspirais de plein de choses. J'ai tendance à regarder dans tous les univers, même si en littérature, par exemple, on choisit... je lis un policier pour 30 romans de littérature classique, on va dire. Donc voilà, j'ai choisi mon camp et ma couleur aussi. Mais en termes d'inspiration, je vais chercher ça partout, je crois. On peut dire qu'aujourd'hui, évidemment, le cinéma est assez riche pour qu'on puisse s'inspirer de certaines choses. Et je suis allé chercher l'inspiration dans certains personnages, certains dialogues que j'ai entendus, des histoires, une façon de transmettre les sentiments. Et dans le cinéma, et aujourd'hui à la télévision, il y a aujourd'hui des séries qui valent largement, en termes de qualité, des productions plus énormes, plus grandes. Et puis après, en littérature, évidemment, ça serait trop compliqué de vraiment, comme je dis souvent, de définir une couleur. Donc je me laisse un petit peu guider. On a la chance aujourd'hui d'enregistrer cette émission chez une libraire. Je me laisse beaucoup guider par les quelques libraires en qui j'ai confiance. Alors de temps en temps, quand ça me plaît pas, et je pense que c'est ça la règle du jeu, il faut aussi dire à son libraire ou sa libraire tiens, ça tu m'as conseillé la dernière fois, ça m'a un peu moins plu. Et donc on rebondit sur autre chose. Et par exemple, le petit livre et le passage que j'ai sélectionné, là, c'est une libraire qui me l'a conseillé. Et quand j'ai lu les 15 premières pages, je ne suis pas tombé de ma chaise parce que j'étais au lit. Mais j'étais ravi qu'on m'ait conseillé ça. Et je serais jamais, peut-être que je serais passé à côté de ce livre. J'aurais jamais découvert. Donc voilà, il y a des inspirations, mais il y a aussi ces fameuses rencontres, voilà, et on va parfois on rencontre aussi des livres, on rencontre des séries, on rencontre des films, on rencontre des gens, et tout ça, on s'engorge et ça finit par transpirer dans le roman d'après ou dans les lignes que j'écrirai ce soir. Je me livre. Je me livre. Et alors, pour aborder quelque chose un peu plus personnel, comment a été reçu un peu ce nouveau statut d'écrivain dans ta famille, dans ta vie privée, ta vie amicale Est-ce qu'il y a eu du changement ? Est-ce que les retours aussi ont peut-être été, comme tu disais, tes amis étaient un peu surpris que tu aies eu le temps Oui, je crois que les gens ont été un peu surpris. Alors moi, j'ai eu le malheur et la chance d'avoir une famille très 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 restreinte. Donc j'ai 2 enfants, grands adolescents, qui eux ont été surpris et ont été parmi les premiers lecteurs une fois que le livre s'est trouvé matérialisé. Oui, les gens ont été surpris. Après, j'ai eu des vagues de questions. Et surtout, comment est-ce que tu as trouvé le temps ? On en parlait tout à l'heure. Après, ce qui change la vie, c'est la façon dont maintenant je l'occupe
Et les rencontres que je fais, par exemple, en vous rencontrant vous aujourd'hui pour enregistrer ça, en rencontrant des lecteurs au fil des salons. Vous disiez tout à l'heure, moi, dans la vraie vie, je suis assureur, donc j'ai un profil un peu plus commercial. Et je vois bien que, par exemple, dans les salons, je vais plus facilement à la rencontre des gens. J'ai un peu tendance à les accrocher dans des formations professionnelles. Dans les couloirs, en leur disant « Venez, essayez mon bouquin et on en parle 2 minutes ». Et ça, c'est fantastique. Ça, c'est assez incroyable, toutes ces rencontres, encore plus de rencontres. Et il y a un dernier point que je voudrais aborder là-dessus, ce qui change vraiment la vie, c'est que tous les jours, vous avez des gens, grâce ou à cause des réseaux sociaux et des petits appareils qu'on a tous dans la main, là, qui m'envoient des messages en me disant « J'ai lu votre livre et... » J'ai de la chance, j'ai personne qui m'a dit j'ai détesté. Les gens ne le disent pas. Mais, ce qui peut être intéressant aussi. Ouais, absolument. Mais quand quelqu'un vous envoie un message et vous dit j'ai beaucoup aimé votre livre, et souvent il se raccroche à un personnage mais c'est extrêmement touchant. Et moi, je me suis rendu compte que dans la vie, à quel moment je disais à des gens j'aime ton travail, j'aime ce que tu as fait. À quel moment vous dites au cuisinier qui vient de vous servir une blanquette, vous direz au cuisinier que j'ai vraiment beaucoup aimé sa cuisine. Jamais on fait ça. On dit jamais merci aux gens. C'est pour ça que j'ai écrit 4 pages de remerciements dans mon livre, parce que je suis très attaché à cette forme de reconnaissance qu'il faut avoir. Et ce qui m'a un petit peu transformé, c'est ça, c'est d'avoir autant de retours, ou en tout cas plus de retours qu'à l'époque où j'étais que assureur, de gens qui disent merci pour ce que vous avez fait, pour ce moment de lecture, pour ce travail qui fait que moi j'ai pris du plaisir. Ça donne du sens. C'est ça, ça change la vie d'avoir des gens qui vous regardent dans les yeux ou qui vous écrivent un message et qui vous donnent un peu de bonheur, un peu d'amour, je ne sais pas comment dire. Mais parce que vous en avez sûrement transmis. J'espère en tout cas avoir été authentique. Voilà, je refais un clin d'œil au livre. Ça fait partie des adjectifs un peu oubliés aussi. Alors il y a plein de gens, surtout chez nous dans le Perche, il y a plein de gens qui recherchent ça à nouveau. Et ça, c'est très important. Il faut se raccrocher à ça. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, je suis natif du Perche. Et après, étant plus jeune et un peu imbécile, je me suis un peu évertué à couper les racines trop longues. Et en vieillissant, on s'aperçoit que ces racines, il faut les laisser reprendre. On n'est pas obligé de se figer. Si vous voulez pas remettre vos racines dans le Perche, plantez-les ailleurs. Le Perche sera toujours là. Enfin, en tout cas, dans mon cœur, à moi, il sera toujours là. Aujourd'hui, je suis un petit peu là, un petit peu à une 60aine de kilomètres. Je vais beaucoup aussi au Pays Basque. Je voyage pas énormément, mais je me balade un peu comme ça au gré du vent, mais je sais où sont mes racines. Le tout, c'est de pas faire comme Adrien, de pas se laisser enfermer, par exemple, par cette maison de famille qui peut devenir pesante et justement vous enfermer, de faire de cette maison de famille quelque chose qui peut être aussi une maison d'avenir. Et ma foi, si dans 1, 2, 3 générations, ou 1, 2, 3 ans, il faut la vendre, eh bien, ça sera la maison de famille de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. Et du coup, parce qu'en fait, c'est quasiment un personnage, ce décor que tu connais très bien, le Perche. Pour le prochain bouquin, est-ce que tu seras aussi à l'aise pour planter ton décor ? Ça fait partie des insomnies du moment. C'est-à-dire que quand on construit l'histoire d'après, il faut déjà lâcher la main des personnages d'avant. Et moi, je suis un peu sentimental, donc je me suis vraiment beaucoup attaché au personnage que j'avais créé avant, peut-être parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Et du coup, à force de raconter ça, j'ai oublié votre question. Est-ce que du coup, le prochain décor va t'inspirer autant donc voilà, c'est le sujet d'Insomnie, c'est dans quel sens je mets le début de l'histoire, et aussi, c'est vraiment, vous avez tapé dans le mille, où est-ce que je la situe ? Alors, pour le moment, ce n'est pas dans le Perche. Peut-être qu'au moment où je vous parle, mon éditeur est en train de se dire il faut que je lui dise qu'il faut qu'il remette ça dans le Perche. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire encore. Mais peut-être que les personnages de Ces vies d'où l'on vient reviendront, peut-être que le Perche reviendra. En attendant, j'ai d'autres pages à écrire. Exactement. Je me livre. Je me livre.
tout à l'heure, quand tu es arrivé, je t'ai demandé un petit truc un peu spécial, c'est de prendre dans cette librairie un livre qui t'inspire et de m'en lire un petit passage. Oui. Donc, je te laisse nous le faire découvrir. Donc, c'est Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. J'ai réussi à le dire une seule fois. Parfait. Et j'ai beaucoup aimé ce livre, donc je vais vous lire un petit passage. Le café s'appelle Funiculi Funicula. Censé vous faire retourner dans le passé, il est devenu si célèbre qu'une longue file d'attente se forme devant tous les jours. Mais dans les faits, pratiquement personne n'a réussi à voyager dans le passé. En effet, pour pouvoir le faire, il faut accepter des règles contraignantes. Très, très contraignantes. La première est que, même si on retourne dans le passé, on ne peut revoir que les personnes qui ont déjà mis les pieds dans ce café. Par conséquent, pour certains, l'opération n'a pas le moindre intérêt. Une autre règle est qu'en dépit de tous les efforts fournis, la réalité ne changera pas. Nous avons demandé au personnel de l'établissement les raisons d'une telle règle, mais la seule réponse que nous avons obtenue est « on ne sait pas ». De plus, au cours de notre enquête, nous n'avons trouvé personne qui ait effectivement voyagé dans le temps. Bref, nous n'avons pas pu vérifier si ce café permettait réellement de retourner dans le passé. Et même si c'était possible, quel intérêt si l'on ne peut changer le présent ? Voilà une légende urbaine amusante, mais il est difficile de trouver un intérêt à son existence même. Voilà le passage. Et moi, j'espère que vous trouverez une raison valable pour lire ce petit livre. Alors, on rappelle le titre. Tant que le café est encore chaud. Merci beaucoup, Rodolphe. À retrouver chez votre libraire préféré. Alors, normalement, là, on a le petit coup de cœur de Marie qui doit arriver. Mais Marie, elle est aussi en train de travailler puisqu'on est dans la librairie. Et du coup, je me disais, est-ce que tu as des choses dont tu as envie de nous parler comme ça, à l'arrache ? Non, je veux vous redire que j'étais très sensible à votre invitation parce que le Perche compte énormément. Mais je crois que ça peut aussi parler à tous les gens qui ne sont pas du Perche. Par exemple, cette ville de Mortagne dans laquelle moi j'ai situé le roman, je pense que Mortagne est transposable à 1000 autres villages, 10 000 autres villages. Et Mortagne, Rémalard, où nous sommes aujourd'hui, et toutes ces villes du Perche, plus ou moins grandes, peuvent ressembler à toutes les petites villes qui parlent à chacun d'entre nous. Alors, il y a des gens qui sont nés au cœur de Paris, ou au cœur de Lyon, ou au cœur de Marseille, mais la plupart d'entre nous sommes nés au cœur d'un petit village, d'une petite ville, et c'est une source intarissable de souvenirs, et une source pour ces fameuses racines dont on parlait tout à l'heure. Oui, parce que la ruralité, c'est vrai qu'on s'en fait une certaine idée, alors qu'il s'y passe des choses qui sont dignes de figurer. La preuve, il se passe des choses dans ce roman. Dans un roman. Merci beaucoup, Rodolphe. À bientôt. Je me livre. Le coup de cœur de Marie. Alors, puisqu'on parle de sources, de ruralité, de retour, le coup de cœur pour moi sur aujourd'hui, ce sera le dernier roman de Marie-Hélène Lafon intitulé Les Sources, sorti en janvier dernier. Un roman, à mon avis, magnifique, où Marie-Hélène Lafon atteint un niveau de maîtrise au niveau de la langue absolument incroyable et qui la place... à mon avis, comme une des plus grandes autrices contemporaines en France. Les Sources, c'est l'histoire d'une famille dans le Cantal des années 60-70, l'histoire d'un moment de l'agriculture aussi, avec la mécanisation progressive, etc. Et l'histoire d'un huis clos familial, et une histoire de la violence aussi. Elle creuse avec ce roman un sillon déjà amorcé avec ses précédents romans, je pense notamment à Joseph. Je pense aussi au Pays, qui, moi, est un roman qui m'est cher, puisque j'ai nommé ma librairie Un autre pays, en référence à James Baldwin, mais aussi avec, dans un coin de ma tête, Les Pays de Marie-Hélène Lafon. Elle invente une langue pour dire la ruralité, pour dire ses changements. C'est un livre que j'ai trouvé absolument splendide et qui, à mon avis, fera date dans son œuvre, mais un peu plus généralement aussi dans la littérature aujourd'hui. Merci Marie, et merci de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Ce dimanche. Merci Rodolphe d'avoir participé au podcast. C'était vraiment super sympa. Avec grand plaisir, je vous confirme que c'était très sympa. À très bientôt.
Le podcast Je me livre est une production de l'association des podcasts du Perche. Alors merci à Joseph à la technique, Kel et Steph pour les réseaux sociaux et le site internet lespodcastsduperche.com et bien sûr Lio pour l'habillage sonore. Vous pouvez vous abonner au podcast sur toutes les plateformes, nous laisser des commentaires, des étoiles, en parler autour de vous. En plus c'est une asso, alors si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don. Merci. Je me livre. Je me livre. Je me livre. Lespodcastsduperche.com